ici parmi vous pour vous parler d'un sujet qui me passionne, et ça c'est la reprise entrepreneuriale ou le repreneuriat. Donc c'est pas juste mon but aujourd'hui de vous expliquer ce que c'est aussi d'essayer de vous convaincre ou vous motiver un peu par rapport à l'idée qu'on devrait faire plus par rapport à la reprise entrepreneuriale pour la promouvoir et pour montrer surtout aux jeunes que ça existe et que c'est une voie vers l'entrepreneuriat qui est tout à fait intéressant et tout à fait accessible. J'ai divisé mes remarques en 3 parties. Dans un premier temps, je vais essayer d'inscrire la reprise entrepreneuriale dans notre concept, notre conception d'innovation actuelle. Okay? Et puis, je vais vous présenter un cas. C'est le cas de la reprise de l'entreprise Latour Marléac, le berceau historique du nénuphar. Je vais pas dire plus là, je vais vous laisser découvrir. Et puis à la fin, on va parler de la reprise un peu dans le contexte, en comparant la reprise avec l'entrepreneuriat plus classique, ce qui est la start-up. Donc on y va. Et désolé pour la qualité, on fera au mieux. Donc voici ma définition de la reprise entrepreneuriale. Donc c'est l'acquisition d'une entreprise afin de l'utiliser comme une rampe de lancement pour les nouvelles activités commerciales. Donc on achète une affaire avec l'idée explicite et exprès de la développer et de la diversifier depuis les débuts. D'accord ? Donc ça c'est l'idée. Et pour tourner vers l'innovation, je vais être aidé par le maître d'innovation, Joseph Schumpeter. Pour lui, l'innovation, c'est l'application commerciale d'une nouvelle idée. Okay, donc ça veut dire quoi? Dans les termes plutôt stylisés et simples, on voit, ou on avait tendance à voir, l'innovation comme un processus plutôt linéaire. Donc on a une idée ou une invention, et l'idée c'est de ramener cette idée au marché. Les étapes classiques, c'est par le biais de planification, on fait un plan d'affaires. Et puis le mécanisme pour ramener quelque chose au marché, c'est plutôt la firme. Donc on crée une entreprise pour commercialiser l'idée. On arrive au marché et on commence à faire les transactions. D'accord ? Il y a notre grande ouverture, le démarrage public, grand opening, et ça roule. Donc c'est un processus linéaire qui a tendance à s'arrêter. Je parle en termes stylisés, de s'arrêter une fois on est au marché. Cependant, surtout, ça semble peut-être évident ce que je vais dire, mais quand même, depuis 20 ans, je parle en tant que professeur d'entrepreneuriat, mais aussi pour beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, on s'est rendu compte que le processus d'innovation, ça n'arrête pas du tout au moment de la transaction. Ça continue. Donc il y a une 4e phase qui est encore plus importante de ce qui est venu avant. Et ça, c'est plutôt une phase destructive. Donc, il reste que la plupart des entrepreneurs vivent un échec une fois ils arrivent au marché. Donc, il y a un élément destructif, donc l'échec. Mais certains, le marché est dur. Ils constatent qu'il n'y a pas suffisamment de demande pour payer les frais de commercialisation, pour rentabiliser l'affaire, faillite. Okay? Mais il y a certains qui arrivent à trouver, par le biais du marché où ils sont, une autre idée. Une idée qui est plus viable économiquement. Ils arrivent à pivoter. D'accord ? Et si vous voyez une bonne partie des entreprises qui existent aujourd'hui, qui ont une certaine taille, ce qu'ils font aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans leur plan d'affaires de base et sur laquelle ils ont levé des fonds. Ça a changé totalement une fois au marché et eux, ils avaient la chance de trouver une idée et d'avoir la possibilité de pivoter. En termes de nos enseignements, ça a changé totalement l'approche depuis 20 ans vers l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc on fait les choses pas de la même façon. Tout d'abord, on veut éviter cet échec catastrophique ex post, après les transactions. Et donc, ça veut dire qu'on veut confronter l'idée au marché bien avant d'aller au marché. Et donc ça, c'est un processus d'expérimentation, de test de marché. C'est un processus itératif qui est très, très important et on focalise beaucoup sur ça maintenant dans tout ce qui est enseignement en entrepreneuriat. Il est toujours très important pour les entrepreneurs aventureux de trouver une idée, évidemment, mais on sait
que l'idée va changer une fois au marché. On accepte ça. Donc on voit aujourd'hui l'idée plutôt comme un véhicule pour aller au marché, pour tester, pour trouver la vraie idée. Bien sûr, on fait toujours la planification et comment créer une entreprise, etc. Mais une fois que vous avez une idée validée par le marché, il se trouve que c'est beaucoup plus facile de rédiger un plan d'affaires, de lever des fonds et de construire l'entreprise. Vous avez une fondation beaucoup plus solide. Donc, où se situe la reprise entrepreneuriale dans tout ça? En fait, quand vous achetez une entreprise, vous achetez un îlot au milieu du marché. Et cet îlot est branché avec les clientèles, avec les fournisseurs et avec beaucoup d'autres parties prenantes. Donc, vous avez les conditions idéales déjà pour faire des expériences, mais aussi pour récolter des opportunités. Les opportunités vont arriver nombreuses et rapidement. Et vous avez l'entreprise en tant que plateforme avec toutes ses ressources, tous ses salariés, etc., pour faire les expériences. Et vous avez après, vous pouvez utiliser les ressources de l'entreprise pour commencer à développer les opportunités que vous venez de valider. Donc en fait, quand vous achetez une entreprise, vous êtes en train d'acheter une sorte de laboratoire super bien équipé pour essayer d'innover. Pour boucler l'histoire sur l'innovation, là, je vous ai parlé plutôt en termes de l'innovation de nouveaux produits et services. On a tendance à penser à ça, mais en fait, Schumpeter a imaginé différents types d'innovation. Donc oui, il y a les nouveaux produits et services que vous pouvez créer à partir des infrastructures existantes, OK. Mais il y a aussi des nouveaux processus de production et de marketing que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire la même chose, mais d'une nouvelle manière, et ça peut être appliqué commercialement à l'interne. Certaines de ces idées peuvent être commercialisées en B2B après, pourquoi pas. Vous pouvez prendre le produit et le service de base et trouver un nouveau marché dans lequel vous pouvez le vendre, un marché à l'étranger peut-être. Il y a une nouvelle source d'approvisionnement. Donc vous faites la même chose qu'avant, mais vous avez trouvé une nouvelle source d'approvisionnement, un nouveau fournisseur, un nouveau prestataire de services qui vous donne un avantage concurrentiel. Et puis j'aime bien le 5e type d'innovation de Schumpeter, c'est cette idée de bouleverser un marché, plutôt en créant le monopole ou en cassant le monopole. Ça semble peut-être ambitieux dans le contexte d'une reprise entrepreneuriale, surtout quand on parle des jeunes, etc. Et je vais vous parler des jeunes. Mais en fait, si vous achetez même une entreprise plutôt banale, un café, une épicerie, si vous faites quelque chose de manière différente, pourquoi pas faire en franchise, faire en franchising, ou peut-être commencer à acheter des entreprises similaires aux alentours et consolider quelque chose dans un secteur. Là, vous êtes bien dans le 5e type d'innovation de Schumpeter. Donc, à partir d'une base existante, une entreprise existante, tout type d'innovation sont possibles et sont en fait facilités. Là, maintenant, je vais vous présenter le cas de Latour à Marliac. C'est une petite affaire que j'ai repris en 2007, j'avais pas prévu de reprendre une entreprise. C'était pendant ma thèse que j'ai découvert cette opportunité. C'est la plus ancienne pépinière de nénuphars dans le monde. C'est aussi un site, donc c'est toujours une pépinière, et c'est aussi un site touristique assez important pour le Lot-et-Garonne, même si c'est assez petit. Donc je voulais vous montrer pour vous positionner un peu dans l'espace. Je vais vous montrer une vidéo qui dure 90 secondes, qui n'a pas de son. C'est juste pour vous donner l'idée de ce que c'est, malgré la lumière qui rend difficile le truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Latour Marliac Monsieur Latour Marliac était la première personne de créer les nénuphars rustiques colorés. Avant, il n'y avait que le nénuphar indigène en Europe, Nymphaea alba, et le nénuphar indigène en Amérique du Nord. Et les deux avaient des fleurs blanches. Donc, ce n'était pas du tout vu comme une plante ornementale. Et après 10 ans d'expérience, Latour Marliac a trouvé une façon de créer toute une gamme de nénuphars rustiques colorés. Le nénuphar jaune, c'était Latour Marliac qui l'a créé. Ça n'existait pas avant. Donc, avec ces Nymphaea, il a créé cette boîte en 1875. Et comme c'était la première pépinière de nénuphar dans le monde, si vous allez en Chine, aux États-Unis, au Japon, et vous allez dans une pépinière de plantes aquatiques, il y a une forte probabilité que plus que la moitié des variétés dedans
qui sont en vente portent les noms français et sont originaires de cette petite pépinière au Temple-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Donc il y a 3 hectares de bassins et de jardins, dont certaines parties comme ces bassins-là datent du 19e siècle. Voilà. Il y a aussi un lien assez important avec Claude Monet. Donc Monet était un des premiers clients de cette pépinière. Il avait vu les créations de M. Latour-Marliac lors de l'exposition universelle de Paris en 1889. Il n'avait pas son bassin à l'époque, mais en tant que jardinier confirmé et passionné de couleurs, évidemment, il était très impressionné par ces nénuphars. Et donc une fois il a construit son jardin d'eau en 1894. Il a passé commande chez Latour-Marliac pour les nénuphars, mais aussi pour beaucoup d'autres plantes aquatiques. Donc quand j'ai repris l'entreprise, il avait des milliers de pages d'archives faites à la main de M. Latour-Marliac. Toutes ses correspondances professionnelles et commerciales ont été dedans, y compris les factures de Claude Monet à Giverny. Voici moi-même à l'âge de 30 ans, quand j'ai repris cette affaire. Je ne savais pas ce qui m'attendait, donc j'ai l'air tout frais et heureux. Après, les 5 années à venir étaient assez compliquées. Là, vous ne voyez pas très bien, mais vous avez l'entrée de la pépinière plutôt à l'abandon. Donc, c'était fermé pendant 6 mois, quand c'était mis en liquidation amiable. Et ça, c'est une photo de certains des bassins. Le stock de base, les nénuphars, etc., tout était pourri. Il fallait tout refaire. Ça a pris 10 ans. Parce qu'il y a 65 bassins, chaque bassin avec 10 à 12 compartiments dedans, plein de tonnes et de tonnes de boue et de déchets organiques. Donc là, au début, je me suis contenté de restaurer l'affaire. Je me disais, si j'optimise, j'avais vraiment mon esprit MBA. J'avais fait mon MBA quelques années plus tôt. Et je pensais, en optimisant, en restaurant l'existant, ça suffira pour re-rentabiliser l'affaire et pour sauver cette entreprise. Donc j'ai créé un site internet pour faciliter l'achat, il n'y avait pas avant. J'ai édité des catalogues, j'ai repositionné la marque, j'ai vu toutes les choses qu'il fallait faire pour remettre cette entreprise sur les rails. Mais c'était un petit peu plus compliqué que j'avais imaginé. Je ne sais pas si vous connaissez ce film américain avec Matt Damon et Scarlett Johansson. C'est l'histoire de monsieur qui reprend un parc zoologique qui est en ruine. Et avec l'aide de son équipe, il passe beaucoup d'épreuves pour restaurer le lieu. Et le jour de la réouverture, ils attendent le monde, tout le monde va venir, etc. Mais personne n'est venu. Donc ils sont totalement déçus. Et puis comme c'est Hollywood, il se trouve qu'il y avait un arbre qui avait tombé sur la route. Et il y avait des centaines de voitures derrière. Tout le monde était prêt à visiter le lieu. C'est pas exactement ce qui s'est passé avec Latour-Marliac. Donc il y avait du monde, mais pas assez. Donc je me suis rendu compte rapidement qu'il fallait que j'innove pour sauver l'affaire. Les activités de base du tourisme, de vente de plantes, ça suffirait pas. Au moins, ça suffirait pas dans le court terme. Donc la première chose que j'ai fait, la première idée que j'ai eue, était de créer un restaurant. Donc j'avais reparé un petit lieu à côté de la collection nationale de Neféa, avec une vue sur le lac, où les gens aimaient bien s'installer pour boire quelque chose. Et on a commencé à créer une terrasse là. Ça, c'est la première itération de notre restaurant Café Marley Asia. La première année, il y avait une personne pour faire le service, la cuisine, le ménage, tout. Mais on a trouvé l'équilibre. Donc ça m'a indiqué qu'il y avait quelque chose là. Donc on a fait une cuisine professionnelle, qui est beaucoup plus professionnelle aujourd'hui, cette photo date. On a élargi la terrasse, et ça ressemble plutôt à ça aujourd'hui. Une terrasse qui surplombe le lac au milieu de la collection nationale de Neféa. L'idée est de déjeuner parmi les nénuphars. Après 4 ans, le chiffre d'affaires de ce restaurant dépassait le chiffre d'affaires de la vente de plantes. Ce n'était pas dans le plan d'affaires. Je n'avais jamais imaginé de me lancer dans la restauration. Mais c'est une opportunité qui est arrivée comme ça. En 2014, j'ai eu un appel téléphonique. C'était quelqu'un de LVMH Recherche. Donc, leur département de marketing avait été intéressé par notre marque, notre histoire. Il trouvait une certaine affinité. Et le département de recherche était intéressé par l'idée
de certaines plantes aquatiques et leur potentiel pour avoir les ingrédients actifs pour leur gamme de cosmétiques. Donc, on s'est lancé dans un projet de recherche et développement avec eux. Et ça va aboutir, ça aboutit dans un contrat avec Dior, dont vous allez peut-être entendre parler l'année prochaine. On travaille avec notre entreprise aussi. Et puis l'année dernière, en 2020, on a trouvé une façon de conditionner les plantes aquatiques pour les jardineries. Donc on s'est lancé dans la vente en gros, à très petite échelle, avec Jardiland et Gamme Vert. Il y a d'autres, et là les infrastructures suivaient. Donc ces serres ont été mis en place en 2021, cette année. Le côté touristique, donc ça c'est la maison familiale de Bory-la-Tourmaliac. Cette maison est à 5 minutes à pied de la pépinière, dans le village du Temple-sur-Lot. Ça appartenait à ses descendants jusqu'en 2017, et puis c'était mis en vente. Je n'avais pas la possibilité de l'acheter moi-même à cette époque, donc j'ai fait appel à quelqu'un que j'avais rencontré, encore une fois par le biais de l'entreprise en 2011, et il fallait acheter cette maison, et je vais vous expliquer pourquoi. La maison était quasiment fermée depuis 1911, le décès de Bory-la-Tourmaliac. Tous les meubles, tous les traitements au mur, tous les tapis, tout était préservé dans un état, c'était pas pourri, hein, mais c'était toujours OK, mais il avait pas mal de pourriture, mais c'était dans son état d'origine. On peut vraiment sentir et voir comment il vivait à l'époque. Et la Tourmaliac, c'était une grande maison, donc c'était quelqu'un. Sa famille ils étaient assez aisés, c'était une famille assez bourgeoise, avec beaucoup de vergers et tout ça. Et là, vous ne voyez pas dans la photo, mais il y avait même des bouteilles de vin dans la cave, complètement pourries, couvertes de poussière. La personne à laquelle j'ai fait appel s'appelle Thierry Huot. Donc, c'est un des architectes paysagistes les plus connus en France et même en Europe. C'est lui qui a fait Terra Botanica à Angers. Il a fait Disney Nature Village à Marne-la-Vallée. C'est lui qui est derrière Center Parcs en termes d'architecture. Et il est très passionné par tout ce qui est botanique et patrimoine. Il vit aussi à Giverny. Il a 3 propriétés qui appartenaient à Claude Monet. Donc Thierry, j'avais raison. Il était tout de suite intéressé par l'idée de reprendre cette maison et surtout de la conserver. Donc il a acheté la maison. Et comme c'est Thierry Huot, il a tout de suite commencé à imaginer un énorme projet de développement autour du Temple-sur-Lot, mais aussi à l'échelle départementale, c'est assez intéressant. L'idée de base, c'est de créer de Temple-sur-Lot un Giverny du Sud, de créer une station rurale touristique au niveau international pour attirer beaucoup de monde et dynamiser l'économie locale. Et moi, j'espère dynamiser aussi l'activité touristique à la Tourmaliac. Ça, c'est un de ces dessins. Il y a d'autres activités éventuelles qui pourraient arriver. Donc, si ce projet aboutit, il y a un projet en hôtellerie à partir de 2025. Ça, c'est la pépinière. Ça, c'est une zone à côté qui est vide, où l'idée serait de créer des logements pour les vacanciers, un peu insolites, autour de l'eau, style cabane. Et puis, une fois ça s'est mis en place, se lancer peut-être dans l'événementiel, tout ce qui est mariage, etc., une fois ces infrastructures sont en place. Ça, c'est un des esquisses des logements éventuels. Donc voilà, beaucoup d'opportunités qui n'étaient pas du tout prévues au début sont arrivées et vont peut-être assurer l'avenir de cette entreprise. J'aurais voulu que l'entreprise ait évolué beaucoup plus de ce que faisait après pendant 14 ans. Mais là, au moins, en termes de nombre de ventes par correspondance, avant 2007, en 2005, la meilleure année de ventes par correspondance de mes prédécesseurs, ils avaient vendu 220, ils ont traité 220 commandes. Et je ne parle pas des commandes, des énormes commandes en gros. Je parle de madame qui a un petit bassin dans ce jardin, donc un U de nénuphar. Ils ont traité 220 commandes. Cette année, on va dépasser les 2600. Le chiffre d'affaires a triplé. Quand j'ai repris, il y avait 1 CDI, 3 saisonniers. Aujourd'hui, il y a 4 CDI, 8 saisonniers. D'ici 10 ans, on ne sait pas. Peut-être 1,5 million, une dizaine de CDI, peut-être moins, peut-être plus. Mais le trajectoire est plutôt
prometteuse. Donc, qui devrait viser une acquisition ou une reprise entrepreneuriale? Moi, je suis d'avis que un bon profil, c'est quelqu'un avec une formation et un parcours plutôt en gestion, quelqu'un qui est très créatif, mais qui n'a peut-être pas une idée de start-up. Et vous savez, les personnes, ce qui est bien avec les personnes avec des capacités en gestion, des formations en gestion, ils ont la volonté, la créativité, la possibilité de reprendre et de gérer une affaire, mais ils n'ont pas souvent des idées. Ce ne sont pas des inventeurs, ce ne sont ni des scientifiques, ni des ingénieurs. Donc ils ont besoin d'une idée. Mais vous n'avez pas besoin d'une idée pour acheter une entreprise. Il vous faut une cible d'acquisition, ça c'est sûr, mais ça c'est beaucoup plus facile à trouver que de trouver une idée de rien. Idéalement, il y aura un peu d'expérience au moins dans le secteur ou le domaine concerné. Mais j'ai envie de vous dire aussi que si quelqu'un a un parcours très varié, ça aussi, ça peut être un avantage. Je ne suis pas sûr que j'aurais été aussi à l'aise pour se lancer dans la restauration si je n'avais pas travaillé en tant que serveur quand j'étais jeune dans les restaurants. Donc, quelqu'un qui a un parcours divers, ça peut donner encore plus de pistes de développement. On ne sait pas. Voilà, formé et expérimenté dans la gestion. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la CRA par hasard dans la salle? Non, ça c'est l'association des cédants et repreneurs d'affaires. Donc c'est vraiment la référence en France si vous voulez devenir repreneur. Et si vous voyez leur site web, vous parlez avec eux, je les connais assez bien, le profil type pour eux, c'est la grande majorité du temps, c'est un homme qui a entre 35 et 45 ans, qui a eu une certaine carrière dans une grande entreprise en gestion, qui a eu pas mal de succès et qui veut se lancer sur son propre compte en reprenant une affaire. Ce qui est beaucoup moins typique, c'est d'avoir les jeunes diplômés d'école de commerce reprendre une affaire. Et ce qui est intéressant, j'ai développé un cours il y a quelques années à l'ESCP sur la reprise entrepreneuriale et j'ai travaillé avec quelqu'un qui était très très sympa de la CRA, un monsieur d'un certain âge, et il me disait chaque fois qu'il venait intervenir, c'est pas pour les jeunes, c'est pas pour les jeunes, mais je suis là, mais je soutiens, mais c'est pas pour les jeunes, c'est pas pour les jeunes. Pour eux, c'est vraiment, ils cherchent ce profil. Mais pourquoi un jeune peut créer un Google ou un Apple et pas reprendre une petite affaire? Pour moi, c'est pas très logique. D'autant plus que la reprise, c'est beaucoup plus accessible, à mon avis, pour les jeunes, qu'une start-up. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Déjà, on sait que c'est moins risqué d'acheter quelque chose qui existe déjà. Il a une histoire. On sait ce qui s'est passé et ça nous donne plus ou moins une bonne idée de ce qui va arriver l'année prochaine et l'année après ça. Donc c'est moins risqué. Les financements sont plus simples à voir parce que quand vous achetez quelque chose, il y a souvent les actifs attachés, les terrains, les bâtiments, les équipements. On peut emprunter contre ces actifs. Il y a aussi parfois le cédant qui va financer. Parfois, le cédant va financer l'achat et ce n'est même pas nécessaire de passer par une banque. Et souvent, il y a aussi les actifs intangibles, comme la tour Marliac. Il a des histoires, il a des lieux, il a des artisans, il y a quelque chose, il a des histoires à raconter qui peuvent inspirer les investisseurs externes. Donc c'est beaucoup plus facile de financer ce genre de choses que de chercher des financements pour une idée qui est complètement nouvelle. Une fois reprise, vous pouvez autofinancer le développement de nouvelles activités avec les ressources que l'entreprise a déjà. La trésorerie, la possibilité d'emprunter, etc. Donc ça facilite les choses. Et puis, j'arrive même pas à lire moi-même le... et l'accompagnement. Ce n'était pas du tout le cas avec la tour Marliac, mais la plupart du temps, le cédant serait ravi d'accompagner la personne qui reprend parce que l'entreprise, c'est leur bébé. La plupart des choses, des entreprises qui sont en vente en France, c'est à cause de la retraite du fondateur.
Donc, et la plupart du temps, il faut essayer de les dégager après parce que ça devient embêtant d'avoir la personne là. Mais ils sont là pour soutenir et ça peut combler des manques d'expérience d'un repreneur jeune aussi. Donc, ça peut être important. Dans le cas de la Tourmaliac, après une négociation assez compliquée en 2007, j'ai serré la main du cédant. Il m'a donné les clés. Il est parti. Je l'ai jamais vu depuis. C'était vraiment, j'étais lassé dans l'état là. Mais ça, c'est pas du tout typique. Oui, mais pas en tant que pépiniériste. Donc, j'ai jamais eu une formation en horticulture. Et j'étais plutôt, quand j'étais enfant, c'était mon hobby d'avoir les jardins et les bassins. Et puis, j'ai créé une entreprise paysagiste parce que les personnes venaient chez mes parents et disaient « Ah, je fais ça dans mon jardin ». Et donc, j'ai créé une entreprise paysagiste. Donc, j'avais un peu d'expérience avec les nénuphars et puis je les ai vendus. J'ai créé le premier .com en 2000 aux États-Unis pour la vente de nénuphars. C'était tout petit, mais j'ai jamais eu d'expérience de pépiniériste. Donc, c'était pas très évident. Heureusement, je ne savais pas ce que je ne savais pas. Donc, pièges et défis uniques au repreneuriat, il en a beaucoup. Déjà, je dirais, il faut éviter de reprendre une affaire parce que vous avez une super idée pour la développer. Tant qu'on n'est pas au marché, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, une idée, c'est une hypothèse, tant qu'on n'est pas au marché. Et c'est une hypothèse qu'on ne peut pas tester parce qu'on n'a pas encore repris. Donc, il faut quand même être très intéressé, sinon passionné, par l'activité de base. Je pense que ça, c'est important. Garder une capacité de finance externe dans la poche, si possible. Parce que comme l'idée depuis le début est de développer, vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc si vous avez besoin de 50 000, 100 000 ou plus d'euros pour vraiment créer quelque chose qui est sur le marché, il faut avoir ça dans la poche. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu créer le restaurant si je n'avais pas ça. Donc c'était très important. Bien maîtriser la gestion de la trésorerie. Donc ça, en entrepreneuriat, c'est toujours primordial. Et quand vous reprenez une affaire, déjà, ce n'est pas évident, gérer la trésor. Mais si en plus, vous allez développer des nouvelles activités et les financer, peut-être emprunter encore plus, etc., il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Et là, ça, c'est des choses plutôt ex post que j'ai découvert. Ici, c'est indiqué instaurer une culture d'expérimentation et d'adaptation dans l'effectif. Parce que vous ne pouvez pas développer une entreprise sans les salariés qui sont dedans. C'est eux qui vont vous aider avec les expériences. Et si quelque chose prend un peu de traction, si quelque chose commence à marcher, c'est eux qui vont faire le travail. Et ce n'est pas très évident, parce que surtout si les salariés ont été là avant la reprise, ils ont leur routine, ils ont leur habitude, ils ont leur fiche de poste. Ils ne seront pas du tout forcément prêts à vous aider. Donc il faut vraiment les inciter. Je me souviens avec AVMH, j'avais du mal à convaincre les personnes, le chef de production, que ça valait le temps de faire quelque chose, même si lui, il ne voyait pas le sens, qu'il fallait le faire. Donc, au cas où, ça peut devenir quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très évident. Et il y a quasiment toujours de la casse. Donc, il y aura des personnes qui vont partir. Donc, c'est garanti. Mais il faut essayer vraiment d'inciter, de réunir l'équipe autour de cette idée d'innovation. Et puis, si vous réussissez, si vous avez une réussite, il faut faire attention aux rivalités, parce que le propriétaire, son attention va forcément tourner vers les nouvelles activités et laisser tourner les activités existantes. Si ça commence à marcher, il peut y avoir des rivalités, un peu de discord au sein de l'entreprise. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est quelque chose que j'ai vu à la Tourmaliac, qui maintenant ça va, mais à un moment, ce n'était pas très évident. Et puis le recrutement. Ça, c'est un défi majeur pour toutes les entreprises. Mais si vous reprenez quelque chose qui n'est pas en Île-de-France, qui est en province, si vous reprenez quelque chose qui est axé autour peut-être quelque chose d'artisanal, qui exige des capacités spécifiques, ça peut vraiment freiner vos idées de croissance et de développement si vous n'avez pas la possibilité de recruter. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir au début quand vous reprenez une affaire. Et l'enjeu majeur, là, ce que vous ne pouvez pas lire, c'est de ne pas mettre en précarité l'activité de base. Parce que
quand vous avez une posture de développement, vous pensez à l'avenir. Il faut financer l'avenir. Il faut acheter le terrain à côté au cas où, un jour, vous aurez besoin pour développer l'entreprise. Il faut emprunter pour faire ça. Il faut payer ses emprunts. Est-ce que ça va? Il ne faut pas surendetter l'entreprise. Donc, si vous faites trop et vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires par retour, ça peut faire tomber toute la machine. Et donc, il faut toujours essayer de trouver cet équilibre entre l'avenir et le présent. Et ça, c'est pas évident. Donc, il y a un certain risque aussi avec la reprise entrepreneuriale, comme avec toutes les activités entrepreneuriales. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner et former les personnes qui seraient éventuellement intéressées par l'idée d'acheter quelque chose pour la développer? Les trois premières choses sont assez classiques. Donc, recherche, on peut les aider avec la recherche et les analyses des cibles d'acquisition. On sait très bien comment faire ça. Les associations comme la CRA qui sont des adeptes à ça. Rédaction de plan d'affaires. OK, oui, c'est pas le même type de plan d'affaires qu'une startup, mais il faut quand même avoir un plan d'affaires si vous avez l'idée de lever les fonds ou d'emprunter d'une banque. Recherche des aides éventuelles et des financements. OK, on peut faire ça aussi. Mais peut-être la différence la plus importante, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, formation cash management. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est gestion de trésorerie. Je vous ai parlé de ce profil de formation en gestion, de gestionnaire. Même ces personnes, et parfois surtout ces personnes, ont du mal avec la gestion de trésorerie parce qu'ils pensent en termes de comptabilité. Donc c'est très important. Et en tant qu'accompagnateur, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de focaliser sur cet aspect de leur formation et de donner les ressources pour qu'ils deviennent plus adeptes dans la gestion de trésorerie. Mais une différence importante, c'est l'accompagnement après la reprise. Parce que si le but est de développer l'affaire, si toutes les activités vraiment innovantes vont se passer après la reprise, c'est là où ils auront besoin d'aide aussi. Donc, le but est de reprendre afin d'innover. Donc, la reprise, c'est juste le début. Donc, il faut qu'on pense un petit peu différent par rapport à ça pour prolonger la durée de l'accompagnement. Donc, pour conclure, quelques perspectives. En tant que professeur d'entrepreneuriat, depuis presque 20 ans en France, d'une façon ou d'une autre, c'est très gratifiant de voir que la culture autour de la start-up française a changé totalement. Donc, il y a 20 ans, tout le monde voulait devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est incroyable. Donc, les étudiants ils ont vraiment tendance à vouloir entreprendre et ça, c'est super. Mais en ce qui concerne la reprise, ce n'est pas le cas. On est toujours il y a 20 ans là. Ce n'est pas pour les jeunes. Et les jeunes ne se rendent pas compte parce que personne ne leur parler de ça. Donc, on a toujours cette idée dont je vous ai parlé. Mais même, il y a tout ce qui est très petite entreprise. Et ça, je sais en tant que professeur, mais aussi en tant que chef d'entreprise dans Lot-et-Garonne. Personne ne veut développer leur affaire parce que, surtout, ils ont peur d'embaucher. Développement, ça veut dire recruter. Et ils ont peur que c'est trop risqué de recruter. Donc, je ne sais pas comment lutter contre cette tendance. Mais beaucoup de TPE, ils vont rester très petites. Avec monsieur dans la production, madame à la caisse, il faut qu'on arrive à aller plus loin. Pas pour tout le monde, mais pour certains quand même. Et puis quand on parle de la reprise de PME, souvent on est toujours dans le discours de sauvegarde de l'emploi. Il faut sauvegarder l'emploi. Oui, je suis totalement d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de la croissance, de développer une affaire pour créer encore plus d'emplois, pour sécuriser encore plus une affaire qui était peut-être en précarité avant sa reprise. Donc là, c'est ce discours, cette culture qui devrait changer pour qu'on puisse vraiment avancer vers cette forme d'entrepreneuriat. Donc voilà, j'espère que je vous ai montré qu'on a tous intérêt à trouver, former, accompagner ces personnes qui ont cette volonté de reprendre, mais qui ont aussi cette volonté de développer, qui sont des créatifs, qui veulent innover, et qui ne veulent pas juste acheter quelque chose pour, comme un salaire, un lifestyle business, des personnes dynamiques qui veulent aller au-delà. Donc il faut les soutenir, il faut les trouver, il faut les accompagner. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je suis censé. Non, mais c'est pour le début. Merci beaucoup en tout cas. Vous m'entendez là? Je sais pas. Oh, je parle de l'enregistrement parce que sinon... 1, 2. Oui, là c'est bon? Oui. Oui. Ok, super. Donc merci. Maintenant là, vous précisiez deux choses. J'accompagne des entrepreneurs et là, bien évidemment, avec l'époque, on va dire de la crise, il y a pas mal de personnes en virage pro qui sortent des gros groupes et viennent me voir. J'ai la possibilité, et j'ai 55 ans, de reprendre une boîte, comment faire et autres. Donc là, c'est de me mettre avec d'autres consultants experts sur d'autres domaines. Et il y a un peu de la trouille, hein, excusez-moi l'expression. Et vous le limitez à 35-45. Eux, là, j'ai vu au niveau de l'âge, que c'était l'âge prioritaire, on va dire ça comme ça. Donc je voulais savoir, par rapport à ces 55 ans, s'il y en a beaucoup qui veulent reprendre, mais qui ne s'en donnent pas les moyens, ou qui sont dans le recul par rapport à la reprise d'affaires. Est-ce que je suis clair dans mes propos par rapport à ça? Donc, ça, comme me dit madame, oui, c'est un âge moyen, parce que 55 ans, surtout, ils se retrouvent en frein, alors qu'ils auraient le potentiel. Et après, start-up française, donc les jeunes, effectivement, pourraient être entendus, mais au niveau bancaire, quand ils y vont, ils ne sont pas entendus. Mentalité française, hein. Attention, je ne veux pas casser toutes les choses, mais avoir votre approche là-dessus, parce que moi, je me retrouve avec des start-upers parfois, ou de reprises, effectivement, d'entreprises, et qui, au niveau du banquier, ok, dossier hyper bien structuré, impeccable, mais le banquier, les jeunes, en mentalité française, freinent le jeu. Donc, vous voyez, c'est les deux cas. Donc, je voulais juste... On revient toujours au réseau, compétences. Et ça, c'est en étant, j'avais 30 ans, j'avais un MBA, j'avais porté de l'argent, donc j'ai levé des fonds avec de ma famille, et toujours c'était niet. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. Ouais. Non, il faut être créatif avec les financements. Faut peut-être appuyer sur le cédant. Mais il faut surtout trouver une façon de convaincre les banquiers. Ça fait partie de ce changement de culture. Donc, mais si quelqu'un est formé, s'il porte de l'argent, s'il a un apport, et voilà, ça devrait aller. Il n'y a pas de raison. Il y a des actifs attachés en plus. Ouais. Oui, ça bloque. Ouais. Excusez-moi, bonjour. Il se trouve qu'à la CCI à Rennes, où je travaille depuis 14 ans, on se positionne différemment. En fait, il y a un service création reprise de fonds de commerce. Et moi, je fais transmission reprise de PME. Et donc, vraiment, mon client type, c'est le repreneur de PME qui a plutôt 40-55 ans. Et on a souvent, en fait, des repreneurs qui sont plus âgés que les vendeurs. Notamment les vendeurs familiaux, c'est-à-dire qui ont hérité d'une affaire et pour pas froisser les parents, les ont repris, mais c'est pas leur trip. On a déjà les vendeurs. Et au final, en transmission d'entreprise, j'ai à peu près la moitié de cédants départ en retraite, ce qui sont d'ailleurs pas forcément les plus faciles à vendre parce qu'ils en veulent très très cher, parce qu'ils ont du mal à lâcher, parce que ça reste leur bébé, ils y ont sacrifié leur mariage, leurs enfants et tout ce qu'on veut, donc ça vaut très très cher. Et donc ils veulent pas partir. Donc ceux-là, ils vont mourir sur scène et on a plein de transmissions qui ne se font pas pour des raisons complètement psychologiques et qui deviennent des raisons financières. Et par contre, on a des vendeurs, des serial entrepreneurs qui du coup, créent, mais quand ça devient ronronnant, ils en ont marre, ils veulent créer autre chose et du coup, ils vendent. Et il faut dire à ces gens-là, qui ont plus de 55 ans, qu'au contraire, pour eux, ça va être plus facile la reprise que la création, parce qu'il ne faut pas innover, et qu'il y aura des vendeurs plus jeunes qu'eux, il ne faut pas chercher que les départs en retraite. Les accompagnements que je fais, je suis en même temps à la CCI Toulouse,
Commission industrie. Non, mais commission industrie et services. J'entends ce que vous dites. Moi, dans les accompagnements, je prends affaires familiales normandes. Hein, donc, je parle du Calvados. Et donc, par rapport à ça, c'était entreprise familiale. Il y avait la CCI en Normandie qui les avait appuyés. Mais après, moi, mon rôle est plus sur la partie de rentabilité, pérennité, comme on fait. Et eux sollicitaient pour qu'il y ait cette... c'était une jeune femme qui reprenait l'entreprise familiale. Et on l'a fait en intergénérationnel. On a démontré au père qu'on pouvait rendre pérenne avec intergénérationnel, que sa fille avait un potentiel fort, qu'on pouvait le faire, ses compétences et les miennes par rapport à ça. Là, c'est la partie d'après. Mais que les CCI, effectivement, par rapport à ça, vont être, vous allez les, transmettre, les tenir informés, pas de souci. Mais sur la partie pérenne de la boîte, c'est à ce niveau-là, bancaire et autres, c'est cette partie-là que j'évoque par rapport à cela, sur le fait de pouvoir avancer. Et il y a une problématique d'âge ou autre, ou alors c'est pour ça que je précise cela. Vous avez deux questions, vous voyez des plus de 55 ans? Oui, ah mais 55, oui, je vous réponds. Sincèrement, moi j'ai quasiment aucune femme et aucun jeune. Sauf des jeunes qui ont un vrai pécule familial. Excusez-moi. Il ne faut pas se mentir, on reste en France, il y a des stéréotypes. J'ai une femme pour 19 hommes et j'ai 2 jeunes pour 19 hommes. Et les jeunes que j'ai sont des gens qui effectivement ont de l'argent par rapport à la famille, puisque pour jouer sur le marché de la reprise de PME, il faut un ticket de 100, 150 000 euros minimum d'apport. Et tous les jeunes de 25 ou 30 ans n'ont pas cet argent-là. Donc, c'est un vrai souci. Il y a quand même cet apport, en plus des compétences, etc. Donc, après, il y a tous les savoir-être de la reprise. Mais oui. Ouais, mais il faut... C'est bon. Oui, je vous remercie. Alors, sans aucune visée sexiste, vous parlez des femmes. Une femme pour 19 hommes. Moi, je travaille comme coach et consultante et aussi avec les femmes entrepreneurs. Et donc, j'aimerais savoir les raisons pour lesquelles, qu'on soit jeune ou moins jeune, il y a aussi peu de femmes, en fait, qui sont amenées à reprendre des entreprises. De ce que vous constatez, hein. Et vous, au CCI ? Non. Je m'excuse. Hein. Non mais Alors 10 ans en chambre de métier, 14 ans en chambre de commerce, donc j'ai fait que du consulaire. Ça crée un filtre, hein, sans doute aussi. Mais à la reprise de PME, les femmes ont toujours tous ces blocages féminins. Un homme va enlever la trésorerie de sécurité familiale, voir le budget pour les études des enfants si ce n'est pas déjà fini, et tout le reste, il va considérer que c'est pour le projet. Son projet de création, son projet de reprise. Une femme ne raisonne pas comme ça. À part si elle touche un héritage personnel, elle va avoir énormément d'hésitation à aller piocher dans l'épargne familiale. Donc déjà, il y a ça. Il y a tous les freins que toutes les femmes ont parce qu'on est en France. Hein. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a plein de conférences sur tous les freins au blocage de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'associations pour aider l'entrepreneuriat au féminin. Parce que l'entrepreneuriat au féminin, il y a énormément de choses à faire. Après, on va attendre la génération Y féminine parce que celle-là, elle peut démarrer. On l'attend.